Vostra. À une époque où on demande aux médias de s'engager de plus en plus sur des bilans carbone clean, sur une préhension RSE extrêmement forte et importante, faire de la vidéo, est-ce bien éthique ? Est-ce bien green ? Donc c'est un espèce un peu de paradoxe assez fou dans le fait de durer, encore une fois. Donc oui, effectivement, la vidéo, quand tu es un média, on va dire grand public, franco-français et ou international, c'est une composante des formats qui sont à ta disposition. Te dire que tout doit être vidéo, non, certainement pas. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne de Quinquelin, directrice adjointe des environnements numériques chez France Médias Monde. Anne, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Hello François. Donc France Médias Monde, on en a déjà parlé mais je n'ai jamais reçu un invité de France Médias Monde, donc ça fait plaisir et que ce soit avec toi en plus, qu'on puisse un peu découvrir ce que vous faites là-bas parce qu'il y a un peu d'actualité, il y a plein de choses. Et puis donc avec toi je disais qu'il y a un parcours riche entre médias, écrits et télé. Donc on va parler aujourd'hui de télévision, évidemment. C'est quand même un peu le cœur d'activité de France Télévisions. Non. Ce lapsus. France Médias Monde, mais on parlera probablement aussi de France Télévisions, de radio, de local et d'international, mais aussi le rayonnement et la protection de l'information. Alors d'abord, quelques mots, on va revenir un peu sur ton parcours. Je disais, donc tu as vraiment toujours évolué dans les médias. T'es passé chez Au Féminin, puis au Parisien avant d'arriver chez FMM, France Médias Monde, en février 2020. Déjà 4 ans et demi, ça passe vite. Ça passe extrêmement vite et pour la petite histoire, je suis arrivée et 3 semaines après, on était confinés. Donc je pense que j'ai fait l'onboarding le plus rapide du monde. Ouais, c'est ça. Hop, et tu retournes chez toi, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Et donc découverte effectivement d'un groupe, d'une activité, emborder des gens à distance. Enfin, ça a été une expérience assez riche et assez folle. Et mine de rien, on l'a fait. Oui, exactement. Et avant qu'on parle vraiment de France Médias Monde, Au Féminin, au Parisien, tu avais notamment lancé les activités télé. Donc c'est quand même quelque chose que Non, je ris parce que tu me parles d'activité télé. Ouais, et c'est vrai que quand je suis arrivée alors déjà Au Féminin, on faisait pas de la télé, on faisait du numérique. Ouais. Et au Parisien, c'est vrai que je me suis jamais positionnée en disant hey, on va faire de la télé. Je suis toujours arrivée avec ce prisme de dire on va faire des images qui bougent à destination de public numérique. Donc c'est vrai que la connotation télé me fait... C'est le mot en lui-même, télé. Ouais, je trouve télévision. C'est un petit côté, tu vois, patrimonial, super élégant et en même temps qui a un tel poids. Et qui est toujours très présent chez France Médias Monde, on en parlera, le broadcast, etc. C'est quand même des choses qui sont importantes et dont voilà, tu peux pas faire table rase. En tout cas, de ce terme-là, comme tu l'as dit, patrimonial est très important. Donc je le disais, tu as évolué dans des environnements très variés, donc souvent ouverts à la vidéo. Avec cette expérience, première question, est-ce qu'un média qui ne fait pas de vidéo peut espérer durer ? Alors, je connais un peu la réponse, j'imagine, mais voilà, quelle est la place, l'importance de la vidéo globalement avant qu'on entre un peu dans le vif du sujet? Disons que tout dépend de ce que tu qualifies de média. Donc, une question, à quel média tu penses dans un premier temps? Quel public tu vises? Et quand je parle de public, je te parle pas forcément que d'âge. Quelle zone géographique? Quel accès à la donnée? C'est vrai que nous, on est en France, on a de la 5G, on est assez biaisé là-dessus. Ouais, on a l'impression que c'est accessible partout, tout le temps. Il n'y a pas de barrière. Exactement. Et c'est vrai que là-dessus, l'international, côté France Médias Monde, permet de prendre cette perspective et de sortir aussi de ces biais. Parce qu'on est quand même des machines à penser et des machines à réponse. La question aussi de se dire, encore une fois, c'est quoi ton modèle économique? Même si aujourd'hui, faire de la vidéo, ça coûte moins cher. Et je dis moins cher par rapport à l'expérience que j'avais chez Au Féminin en 2007.
ça date déjà, où effectivement, le coût de production de vidéo de 2007 vs le coût de production de 2024 n'a rien à voir, mais il y a quand même une vision héroïste. Donc derrière, tu tires le fil du modèle économique, comment tu finances ta vidéo, et puis surtout, tu as choisi un très joli mot dans cette question, qui est la question de durée. Alors, tu sais que j'ai un amour profond pour les mots, et c'est un vrai sujet pour les médias, cette capacité à durer dans le temps, et ça, sans faire d'anglicisme, ça renvoie à cette logique de sustainability, de ta durabilité de produits, de projets, de cette configuration qui te permet d'assurer ta longévité dans une société qui bouge plus vite que toi. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, oui, la vidéo, c'est un média et un médium surtout essentiel pour répondre à des usages, et on le voit sur les audiences de YouTube qui sont toujours assez extraordinaires et qui se développent. On a vu aussi les principales innovations au niveau du numérique arriver avec le sous-titrage, tout ce qu'on voit sur l'IA, la transformation du contenu vidéo, pour le pire et parfois aussi pour le meilleur. Oui, il y a quand même des belles choses. Mais en même temps, moi, ça me pose toujours cette question. Alors, pardon, c'est du « et en même temps », mais c'est comment faire en sorte, à une époque où on demande aux médias de s'engager de plus en plus sur des bilans carbone clean, sur une préhension RSE extrêmement forte et importante, faire de la vidéo, tout dépend de ton poids de vidéo, mais faire de la vidéo, est-ce bien éthique? Est-ce bien green? Donc, c'est un espèce un peu de paradoxe assez fou dans le fait de durer, encore une fois. Donc, oui, effectivement, la vidéo, quand tu es un média, on va dire, grand public, franco-français et ou international, c'est une composante des formats qui sont à ta disposition. Te dire que tout doit être vidéo, non, certainement pas. Et c'est d'ailleurs un biais il y a plein de contre-exemples de médias qui marchent très bien sans faire de la vidéo. D'où la question, à quel média penses-tu? Et puis, on a eu aussi ce biais au début de la vidéo de dire que tout doit être vidéo et qu'en fait, non, tout ne doit pas être vidéo parce que la vidéo, encore une fois, c'est un coût, c'est une écriture et c'est une manière de penser différente et complémentaire de celle d'un podcast, bien placé pour le savoir, ou de celle de faire une super enquête. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de rush vidéo et puis on dit aujourd'hui c'est les vidéos courtes et si tu veux toucher des nouvelles audiences, des jeunes, c'est sur les réseaux sociaux, c'est de la vidéo courte, verticale, etc. T'as quand même l'impression qu'aujourd'hui, si tu fais pas de vidéo, t'es dans une niche, dans un coin, quelque part, c'est pas évident. Alors que j'ai évidemment plein de contre-exemples de médias qui réussissent très bien sans faire de vidéo, et heureusement, et qu'il y a plein d'autres temps et d'autres manières, mais t'as l'impression que voilà, un média qui fait pas de vidéo, t'as l'impression que c'est un truc à cocher un peu dans la checklist un peu du bon média que tu voudrais lancer, quoi. Oui, et ça dépend aussi de ta raison d'être. Encore une fois, faire de la vidéo aujourd'hui, c'est difficile de s'en passer. Maintenant, c'est quoi ton public? Quels sont tes objectifs? Et pourquoi tu le fais? Typiquement, sur le fait de faire de la vidéo aujourd'hui, si tu rentres que sur un prisme éditorial, un prisme de plateforme, c'est un peu court, jeune homme. L'audience, bien évidemment, l'aspérité de monétisation, c'est essentiel. Nous, le sujet vidéo et notamment le sujet des vidéos sociales, c'est aussi l'opportunité, l'endroit et notre mission de service public d'aller lutter contre la désinformation. On va pas se leurrer. On a des audiences sociales qui sont majeures. C'est également, bien évidemment, un carrefour d'audience important pour des populations plus jeunes et ou qui ne vont pas consulter nos offres numériques classiques en site ou en application. Et c'est aussi l'endroit où on va dire des entités, alors tu mettras ce que tu veux derrière le mot entité, profitent pour aller passer de l'information erronée, déformée, trompée, jusqu'à la fake news. Ouais. Donc oui, en tant que média d'audiovisuel public et en tant que média tout court, être là où sont tes audiences, c'est la base. Maintenant, te dire que tout doit être en vidéo, non. Je pense que tout vraiment dépend de ton intention et de la narration que tu vas mettre derrière. Très clair. Donc la réponse est non. La réponse est oui, et tout dépend de ta raison d'être. Et tout dépend de tes moyens. Mais tu vois, encore une fois. Évidemment, il faut l'avoir. Mais tu fais pas de vidéo pour faire de la vidéo, même si t'as les moyens, en tout cas. Si je reviens un peu sur tes premières expériences, qu'est-ce que ça t'a appris? Alors, tes expériences télé, donc vidéo, image qui bouge, comme tu le dis, dans des médias, voilà, originellement plutôt orienté sur l'écrit, au féminin, Le Parisien, c'est plutôt la presse écrite, même si au féminin c'est un pur player. À la base, c'était quand même plutôt de l'écrit. C'est quoi les expériences que t'as tirées de ça? J'ai surtout appris et repensé à mes 10 ans de pige avant, parce que là tu parles au féminin qui est effectivement la première un peu prise de poste, mais j'étais pigiste pendant 10 ans. Alors effectivement, beaucoup en presse écrite, alors que ce soit un truc un peu disparu, qui était la presse adolescente. Je sais pas si tu te rappelles des formats chez M6, de Loli, de tout ce qui était en fait déjà des offres où tu avais des émissions de télé et des magazines, tout ce qui était presse féminine, déco. Enfin, ça m'a permis de payer mon école de journalisme, soyons clairs. Et c'était un super apprentissage, notamment de Time to Market. On ne parlait pas de Time to Market à l'époque, mais c'était extrêmement prégnant. Qu'est-ce que ça m'a appris, ces expériences vidéo? Ça m'a appris, conforté dans l'importance des faits et de la narration. Ça m'a appris aussi l'exigence de l'écriture d'un format vidéo.
qu'on voit de plus en plus de par la multiplicité des plateformes qu'on a maintenant. Ouais. Et surtout, ça m'a confortée dans l'idée de pas faire de format télé quand on fait du numérique. Et ça, c'est un souvenir que je te partage. Quand je suis arrivée au Parisien, je dirigeais effectivement une entité qui s'appelait le Parisien Télé. Et ça me faisait sourire. On trouve ce terme. Mais oui, parce que j'arrivais d'Au Féminin, où j'avais monté, entre autres, les chaînes YouTube du groupe, en ayant justement à cœur de pas faire de télé. Et pour la petite histoire, à l'époque, on avait Marmiton qui avait son studio. Et moi, les chaînes dont je m'occupais, il y avait toute l'aspérité, beauté, lifestyle, et également une chaîne qui s'appelait La Tribu, qui était la chaîne jeune. On n'avait pas de studio. Et à l'époque, on était rue Saint-Fiacre et on filmait nos formats dans le parking. D'accord, parce que nous n'avions pas de studio et je me rappelle assez précisément, tu vois, je ferme les yeux, j'ai l'image qu'on avait des galères parce que bien évidemment on ne tournait pas le matin parce que les gens arrivaient, que chaque fois la porte du garage s'ouvrait, donc tu avais la lumière et tout. Donc voilà, moi j'ai appris effectivement à faire de la vidéo à la cave et j'ai appris plein de choses, être agile, être débrouillarde. Et c'est vrai qu'un truc qu'on avait identifié avec l'équipe assez rapidement, c'était que on arrivait nous avec cette super culture d'Au Féminin. Enfin, on s'en souvient assez peu, hein, j'ai l'impression d'être un dinosaure du web, mais Au Féminin à l'époque, c'était quand même the place to be, c'était déjà un média international, c'était du 100% numérique où il n'y avait pas de silo entre les rédactions. Oui, tout le monde marchait un peu dans la même direction. Tout le monde allait ensemble. Un produit très, très clair, etc. Il n'y avait pas plusieurs... Ouais, et puis si tu veux des équipes... silos, je pense qu'on reparlera tout à l'heure de silos. Oui, mais en fait, j'ai souvent cette phrase de dire qu'on avait cette chance en tant que journaliste de travailler sur les genoux des devs. Ouais. En tout consentement, bien évidemment. Mais voilà, on était sur les mêmes benches, en fait. Ouais. Il n'y avait pas ce côté, tiens, j'ai besoin d'une fonctionnalité, je vais voir les développeurs. C'était, on a un back-office maison, comment on peut le faire évoluer, tiens, on a pensé à cette... Et en fait, on le faisait de manière naturelle. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, en 2024, je réalise la chance que j'ai eue de vivre ça. Parce que je pense que... Moi, je suis journaliste à la base, donc effectivement, j'ai ce prisme technologique et cette curiosité native, mais c'est lié aussi à ça. C'est que j'ai jamais eu peur d'aller poser une question technique, même si ça peut faire peur parce que tu maîtrises pas l'exercice. Mais toujours est-il qu'effectivement, l'apprentissage et la conscience qu'on a eue en lançant ces chaînes YouTube d'Au Féminin, c'est de se dire, on a cette culture, cette image, cette force d'être au féminin, mais on n'a pas forcément les codes. Donc assez rapidement, il y a eu cette volonté de faire un peu de reverse mentoring et de se dire qu'est-ce qu'on peut apprendre des gens qui sont déjà sur la plateforme, donc les fameux YouTubeurs. Et c'est vrai qu'encore une fois, la chance d'avoir bossé avec une Natou, avec une Andy Raconte, avec une Enjoy Phoenix, avec un Jérémy Nadeau. Bon bah tu vois, juste ces noms-là, aujourd'hui, ils font effectivement de la série, ils ont développé leur marque. Ils sont passés tous déjà dans un autre truc. Tous passés dans un niveau, mais... et moi je les ai eus, ils sortaient de leur chambre en fait. Ouais. Donc tu vois, j'ai vu ce passage-là. Enfin, on a quand même réalisé Au Féminin, donc effectivement broadcaster, on a réalisé une web-série. C'était pas dans notre culture, mais en apprenant avec eux, on a pu aller sur ces formats d'entertainment et on a appris en marchant et vitesse aussi grand V, en essayant de faire les choses du mieux qu'on pouvait avec, pour le coup, des KPI qui étaient très identifiés. Donc voilà, il y a eu cette logique de qu'est-ce qu'on apprend des gens qui sont déjà là et qu'est-ce que nous, on peut leur apporter en tant que média bien implanté. Le Parisien, l'enjeu était différent parce que c'est une rédaction print qui est magnifique. Tout le monde me dit « Ah, mais t'es complètement fan du Parisien ». Oui, je suis fan de la rédaction du Parisien. Et la vidéo, à la base, l'entité, donc le Parisien TV, c'était avant tout une entité de montage. À l'époque, on avait déjà il y avait une équipe de JRI qui faisait ces sujets. Cette l'équipe du Parisien TV était davantage là pour monter. Puis on avait des équipes dans les locales du Parisien qui nous envoyaient leurs rushs. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée en disant « Attendez, on peut pas être qu'une équipe de montage parce qu'on... C'est du gâchis, c'est du gâchis. Et puis on a des codes et puis on peut partager des conseils et puis il y a peut-être des choses qu'on peut faire aussi différemment et ensemble. Et en fait, l'évolution de vision que j'ai pu apporter, ça a été ça. C'était de se dire, OK, on a un ADN qui est fort au Parisien, on a des super journalistes, on a les bons réseaux. Maintenant, est-ce qu'on accepterait de faire un pas de côté pour travailler différemment et puis se dire qu'on travaille pour des publics. Alors, on imagine toujours le lecteur du Parisien au café, etc. L'audience déjà sociale et numérique du Parisien était en croissance, donc il y avait clairement une appétence pour la marque et il fallait trouver les bons formats, toujours journalistiquement vérifiés, et les faire vivre différemment. Je te donne un exemple. On avait un format live dans la rédaction qui était organisé par l'équipe culture. Et c'est vrai qu'à la base, c'était un peu un événement de service. Et donc, on est parti de quelque chose qui existait pour en faire un événement, alors à l'époque à Saint-Ouen et puis après au 10 Grenelle, de live ouvert à destination de nos publics. Ouais. Puis après, on en a fait un format où un des journalistes faisait une interview en direct sur les réseaux. Puis après, on s'est dit, tiens, si on allait récupérer les verbatim et les questions des utilisateurs pour en faire aussi un autre format. Et en fait, là-dessus, on a eu cette chance de partir d'un format proche de l'ADN de la marque,
Donc, on n'a trahi personne et juste, on a créé cette espèce de lien et de passerelle entre le savoir-faire maison, l'attente des publics et puis la super opportunité. Et ça, je pense que là-dessus, beaucoup de médias ont grandi aussi sur la vidéo puisqu'à l'époque, Facebook encourageait les Facebook Live. Les live, finançait des studios aussi. Ou finançait du matériel. Ouais. Et ça nous a aussi permis de grandir dans cet apprentissage. D'accord. D'images qui bougent. D'images qui bougent. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu as rejoint donc une maison où il y a nativement de la télévision, là le terme est bon, hein, de France 24 notamment, un peu le vaisseau amiral des marques du groupe. Est-ce qu'il y a des différences, donc est-ce qu'il y a des synergies dans ce que tu fais aujourd'hui, sachant que tu as donc une maison nativement avec une histoire dans la télévision très forte? Déjà, quand tu arrives dans un média broadcaster télé dont c'est le job, tu as une expertise, une compétence, des moyens, enfin des gens dont déjà, c'est techniquement parlant, des workflows, dont c'est le métier. Hein, on ne s'improvise pas expert. Donc déjà, ça c'est une espèce de chance extraordinaire. Je me rappelle, mon premier studio était un parking. Donc déjà, tu arrives, tu fais waouh, incroyable. Il y a des studios. Il y a des vraies caméras. Et puis il y a un. Ça c'est le côté un peu sympa. Il y a un langage visuel qui est super maîtrisé. Enfin, je veux dire, France 24 et c'est vrai aussi pour RFI côté radio, pardon, c'est des experts métiers. Et ça, c'est quand même une vraie chance. Donc déjà, quand toi, tu arrives d'un média print qui a dû apprendre en faisant, en marchant, et où effectivement, hein, on faisait d'abord du papier. Souvent, j'ai pu entendre, au pire, ça ira sur le numérique. La variante étant, on va faire une petite vidéo. Je me rappelle qu'au Parisien, j'avais un tableau dans mon bureau et j'avais mis « Il n'y a pas de petite vidéo comme il n'y a pas de petit contenu ». Cette logique de mettre petit partout me questionne. Ouais, c'était une mode à un moment. Enfin, tu veux pas prendre de risques, quoi. C'est ça. Tu vas mettre sur les réseaux, enfin sur le site. Voilà. Pas de risque. Et effectivement, la chance qu'on a bien souvent, c'est que et les usages et les technologies évoluant beaucoup plus vite que les organisations, ça fait évoluer tout le reste quand même assez rapidement. Et c'est vrai que quand tu arrives dans un média dont c'est le job, tu as une opportunité de palette de réseaux, et je pense aussi aux correspondants pour récupérer de l'information, une organisation qui fait que c'est quand même moins compliqué de te dire il va falloir faire venir des gens pour faire de la vidéo. Là, nativement, les gens viennent faire des interviews. En interne, lesquelles Exactement. Avec d'autres problématiques dont on parle. Avec d'autres problématiques. Et tu parlais de collaboration. Aujourd'hui, on a des Il y a des synergies. Il y a des synergies, notamment au niveau des réseaux sociaux qui sont présents, que ce soit chez RFI ou France 24, dans toutes les conférences de rédac, qui sont là pour partager les bons scores, évangéliser, et où les formats sociaux, de plus en plus, sont intégrés dans les réflexions de production. Et on l'a vu là sur les élections américaines, puisqu'on a eu une équipe sociale qui est partie et qui est aussi un super point d'entrée quand on a des correspondants dans les pays à qui on propose de dire, voilà, si dans tout ce que tu as à faire, tu as envie, tu peux, ce serait intéressant telle plateforme, tel format serait pertinent. Ce sont plus des formats de seconde zone. Non. Et puis encore une fois, je pense que tu le vois aussi dans tous les gens que tu reçois. Pendant longtemps, le côté réseaux sociaux, c'était le truc des stagiaires ou des petits jeunes qui arrivaient. Aujourd'hui, les stagiaires, ils sont soit patrons des entités numériques, soit head of de super réseaux sociaux. Donc non, le social, en fait, tu ne peux pas t'en passer. Ou tu ne peux plus considérer ça comme quelque chose, effectivement, de... Au pire, ça ira. Voilà. Ça, c'est fini. C'est terminé. Mais au moins, on le dit et ça, on le balaie. On va parler un peu de France Média Monde. Alors, on a déjà un peu parlé de France Média Monde, mais on va se concentrer sur France Média Monde maintenant qu'on a compris ton parcours et donc commencer un peu à esquisser les choses qu'il peut y avoir chez France Média Monde. Si tu devais résumer dire en quelques mots ce qu'est France Média Monde, on en a tous un peu cette vision, alors plus ou moins précise, des chaînes, des radios pour l'international, la voix de la France peut-être, mais si toi tu devais un peu résumer après ces 4 ans passés chez France Média Monde, ce qu'est ce groupe. Alors, je dirais multilingue, puisqu'on travaille en 21 langues. Singulier, parce qu'on a une mission de service public à destination de publics mondiaux. C'est déjà ça. Ça met une grande perspective. Ça ouvre le champ des possibles. Ouais. Et puis, plus essentiel que jamais, parce que notre mission commune, c'est de porter une information libre, indépendante, experte et équilibrée de l'actualité mondiale et internationale. Et quand tu jettes un petit coup d'œil dans le rétro de 2024, c'est là où tu prends encore une fois conscience de la valeur d'une information libre. Je te parlais tout à l'heure de Prism. Nous, on a cette chance, qu'on en ait conscience ou pas, d'avoir accès à l'information. Et on considère ça comme normal. Encore une fois, quand tu prends un peu de perspective et un peu de recul, ça n'est pas le cas partout dans le monde. Ouais.
Bon, écoute, donc on retient ces mots, c'est important. Multilingue, singulier et essentiel. Alors ça, je pense qu'essentiel, ça pourrait être aussi le cas pour plein de médias, puisque c'est quand même quelque chose qui est bien attaqué, mais d'ailleurs dont on reparlera peut-être tout à l'heure, puisque j'ai vu que vous aviez eu le journalisme Trust. Ouais, exactement. Puisque je déjeunais avec Benjamin Sabat hier, en l'occurrence, de Reporters sans frontières. J'ai donné un cours à Sciences Po il y a 15 jours. Porte ce projet-là et qui est quelque chose qui m'intéresse bien et que je pense qu'il peut être une voie assez intéressante. En tout cas, voilà, dans le côté essentiel des médias, il y a quoi comme marque dans France Média Monde? On en a parlé beaucoup là de France 24. Je disais, c'est un peu le vaisseau amiral et il faudrait absolument pas oublier les autres marques qui composent le groupe. On a 3 marques dans le groupe. Donc effectivement, on a France 24, donc 4 chaînes d'actualité internationale en 24/24, 7/7, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. On a RFI qui est radio d'actualité, de réflexion et de découverte en français et dans 16 langues. Tu me donnes le temps de les citer parce que c'est assez impressionnant. C'est important et puis c'est votre ADN. Et puis, je pense dommage de passer à côté. Et puis surtout, ça donne aussi de la perspective. Donc on a l'anglais. Tu les connais par cœur? Ne me piège pas. On a l'anglais, le brésilien, le chinois, le créole haïtien, l'espagnol, le fulfulde, l'haoussa, le khmer, le kiswahili, le mandinkan, le persan, le portugais, le roumain, le russe, l'ukrainien et le vietnamien. Je découvre des langues. Je ne sais pas si je suis le seul sur Vietnam, mais je découvre des langues. Et puis on a MCD, qui est Monte Carlo Doualaya, qui est une radio généraliste. Une deuxième radio universelle et laïque en langue arabe, qui émet donc depuis Paris et dont le cœur de cible est davantage au Proche et au Moyen-Orient, là où France 24 va avoir un positionnement davantage sur le Maghreb. D'accord. Donc il y a aussi des répartitions un peu géographiques au-delà des lignes. Ouais, complètement. Éditoriales. Donc ça, c'est un peu les maisons mères, les vaisseaux amiraux. Ouais. Et puis, il y a 2 offres numériques bien identifiées au sein du groupe. Donc, on a Enter, qui est un peu la petite dernière, qui est une offre multilingue en 9 langues, qui est une offre sociale, 100% vidéo. On en parlait en introduction, à destination des jeunes Européens, alors qui existent en français, en anglais, en allemand, en polonais, en portugais, en roumain, en bulgare et en néerlandais. Depuis 2024, elle est aussi en slovaque et en hongrois. Et cette offre, en fait, c'est le fruit d'une collaboration avec différents médias de l'audiovisuel public et pas que internationaux. Et en partenariat de ce projet, on travaille avec la Deutsche Welle, qui est un peu notre homologue allemand. Et c'est une des offres je crois que c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé en arrivant chez France Média Monde. Vous aviez déjà travaillé avec Deutsche Welle, je crois. Je me souviens sur Info Migrant. On travaille régulièrement avec Deutsche Welle. Donc justement, tu parles d'Info Migrant, c'est la seconde offre full numérique, multilingue également. Donc elle est en français, en anglais, en arabe, en dari, en pachtou et en bengali. Et elle est effectivement à destination des populations en migration dans le monde. Et qui les aide dans leur migration. Oui, avec des canaux WhatsApp, exactement. Etc. Et là-dessus, on travaille et avec Deutsche Welle et avec les Italiens de ENSA. Et ce sont 2 projets qui sont aussi cofinancés par la Commission européenne. D'accord. Voilà. Et pardon, je reviens sur Enter. Donc là, pour le coup, j'avoue, je n'avais pas entendu parler. C'est gratuit? Tout est gratuit. Tout est gratuit. Hein. Tout est gratuit. C'est vrai que là-dessus, on l'oublie souvent, mais toutes les productions de toutes les marques, dans toutes les langues de France Média Monde sont gratuites, accessibles à tous, partout, puisqu'on a une stratégie d'hyper-distribution. Donc, tu peux retrouver tous nos contenus, quelle que soit la plateforme, WhatsApp, Instagram, Facebook, nos sites, bien évidemment, nos offres, Twitter, etc. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte, et c'est un gros enjeu du numérique, c'est de faire en sorte que les offres et les productions éditoriales soient accessibles à tous, partout dans le monde, dans les meilleures conditions. D'accord. Et sur Enter, tu as quelques chiffres ou c'est comment vous mesurez un peu le succès? Tu dis une offre multilingue, 100% vidéo, 100% social, c'est quoi? Vous avez des objectifs de fans, d'abonnés? Alors, on a déjà un premier objectif qui est un objectif de collaboration. T'imagines 9 langues, autant de gens. Là-dessus, je suis pas la meilleure personne pour t'en parler. C'est Ségolène Alémondou qui porte le projet et qui est la rédac chef. Moi, je peux te donner un peu la vision de ce projet quand je suis arrivée dessus. C'était comment faire en sorte, effectivement, de pouvoir avoir une espèce de parole et de conscience des jeunes qui habitent en Europe. Alors c'est vrai, quand on parle de jeunes qui vivent en Europe, on pense assez rapidement, alors tout dépend de ton âge, tu vas me dire, à l'auberge espagnole et à cette génération Erasmus, sauf qu'en Europe, tu n'as pas que des gens qui ont fait Erasmus et pouvoir justement cibler et s'adresser à ces populations qui peuvent être en défiance par rapport à ce que représente l'Europe.
dans cette espèce de vision un peu politique de ce qu'est l'Europe et pas dans ce qui nous lie. C'était un peu l'enjeu de ce projet, qui est donc effectivement un projet qui grandit, dont les audiences sociales sont de fait grandissent de par aussi les partenaires qui nous rejoignent, et qui a fait aussi un truc intéressant, qui a fait un shift assez ancré, et ça correspond super bien à la rédaction et à ce que porte Ségolène, en allant sur davantage de sujets sociétaux propres aux réseaux sociaux. Et tu retrouves en fait aussi un lien de bienveillance et d'altérité, puisque ces productions ou ces sujets, quand ils vont être traités sur Enter et qu'il va y avoir une résonance chez France 24, vont faire aussi l'objet d'interviews de journalistes d'Enter, de partage d'informations. D'accord. Donc si tu veux, on essaye de créer, et les rédactions là-dessus, c'est aussi au cœur de réflexion, ce lien d'altérité, de dire, ok, ce sujet sur Enter, mais il résonne chez France 24, comment faire en sorte de pouvoir le valoriser et le mettre en avant. Et ça, pardon, concrètement, qui fait ce job de mise un peu en relation et dire, attends, sinon il y a tel papier. C'est les rédactions. C'est les rédactions dans les conférences de rédaction. Exactement. Et puis Ségolène est une ancienne de France 24. D'accord. Et France 24. Donc elle a encore déjà un peu voix, bien sûr. Voix au de toute façon, on est tous au même endroit. On est tous à Issy-les-Moulineaux. Les gens se voient, les gens se parlent. Ouais. Ouais. Donc, voilà, après, c'est pas parce que tu es sur place que les gens se parlent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais bien sûr. Il peut y avoir encore ce truc de dire, en fait, moi, ça m'intéresse pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Non, moi, c'est le broadcast. Non, pas du tout. Et en fait, je ne vois rien, tous ces projets-là. Ah non. Il y a une vraie visibilité sur ce qui est fait, et il y a une vraie réflexion de se dire que ces productions sont valorisées et à valoriser. Et à valoriser, quoi. On ne touche pas les mêmes publics. Ouais, le public d'Enter n'est pas forcément le public de France 24. Non. Et donc, pas les mêmes sujets, donc ça peut être intéressant d'essayer de comprendre. Et c'est pas parce qu'un sujet a pu être traité sur Enter qu'il peut pas trouver sa place également sur France 24 en termes de résonance, de ton, de patte. Oui. Et c'est ça qui nous rend riches, en fait. C'est vraiment ça qui nous rend riches. Ok, écoute, Enter, on ira voir ça. Voilà. Tu parlais d'Issy-les-Moulineaux, c'est donc là où est le siège. Oui. Est-ce que vous êtes ailleurs? Parce que on a parlé de couverture géographique, tu as parlé de 16 langues pour RFI. Comment ça se passe, l'organisation? Tu disais qu'il y avait une équipe qui était partie aux US pour suivre les élections, en l'occurrence. Ouais. Voilà, donc en termes d'implantation et d'organisation. Donc effectivement, le siège de France Médias Monde, c'est Issy-les-Moulineaux. C'est le pont d'après de France Télévisions. Ouais. Voilà. Et après, il y a une réflexion au niveau du groupe, justement, de favoriser la localisation des rédactions des langues étrangères là où sont les bassins de diffusion. Et ça, c'est une réflexion profonde chez France Médias Monde. Donc, il y a différents lieux où sont installées les rédactions. Donc, en Afrique, il y a 3 pôles régionaux. Donc, la rédaction de RFI en Hausa, elle est basée à Lagos, au Nigeria. La rédaction de RFI en Kiswahili, elle est à Nairobi, donc au Kenya. Et la rédaction de RFI en Mandinkan et en Fulfulde, elle est basée à Dakar, donc au Sénégal. Donc, ça, c'est pour la partie en Afrique. En Europe, on a la rédaction de RFI en roumain, en ukrainien et une partie des équipes d'Enter en roumain qui sont basées à Bucarest, donc en Roumanie. On a la rédaction de France 24 espagnole qui est basée à Bogota. Donc là, bim, Colombie, on est parti en Amérique du Sud. Et en Asie, il y a la rédaction de RFI en Khmer qui est à Phnom Penh, donc au Cambodge. Et non, malheureusement, j'ai pas pu faire la tournée de ces... Moi, j'aurais trouvé un projet, forcément. Voilà, donc Worldwide, tout ça. Et bien évidemment, sur 2025, il y a d'autres projets en cours de réflexion sur des implantations autres. D'accord. Donc France Médias Monde fait de l'offshore, quoi, pour réduire un peu les coûts. Envoyez-vous rédaction. Pas du tout. Non, mais enfin, tu vois, il y a un moment, on parlait de biais. Donc ça c'en est un. Et puis, encore une fois, le circuit court de l'information a une vraie valeur. Ouais, évidemment. Enfin... Et puis, ne serait-ce que pouvoir aller sur place, faire de la captation, des images, rencontrer les gens, vérifier. Oui, et puis le pouls de l'actualité est important, est de plus en plus important dans une époque où la fake news se fabrique. Ouais, et puis la crédibilité des médias, c'est pareil. Comment tu peux traiter le sujet d'actualité d'un pays, d'une zone, si t'es pas sur place? Quelque part, c'est... Ça. Écoute, voilà, donc vous êtes un petit peu partout quand même. Oui, on est... en tout cas, sur les zones que vous traitez. Exactement. On est un média, et effectivement un média mondial, avec cet ancrage à Issy-les-Moulineaux. Bon. Tu as quelques chiffres à nous donner sur un peu ce que c'est le reach de France Médias Monde? Ouais, alors en gros, on a des chiffres. Alors je te communique les chiffres du rapport d'activité 2023. Donc voilà, tout ça est très officiel et très publié. Exactement, mais c'est juste qu'on ait un peu une idée de ce que ça représente complètement. En termes d'audience. Tout à fait. Donc chaque semaine, le groupe va toucher 255,5 millions de téléspectateurs, auditeurs et internautes. Ouais. Il y a 167,7 millions de téléspectateurs et d'auditeurs hebdomadaires. Donc là, je te parle pour toutes nos marques dans toutes nos langues. 87,8 millions d'utilisateurs hebdomadaires sur les
environnements numériques. Donc ça, c'est un peu plus la partie à laquelle je contribue. Les réseaux sociaux de France Médias Monde, on est bien évidemment massivement présents dans cette logique d'hyper-distribution. C'est 133 millions d'abonnés sur nos différentes plateformes. Et en 2023, toujours, parce que ça, c'est un indicateur qu'on suit, nous, beaucoup côté numérique, c'est 3,7 milliards de vidéos et de sons qui ont été lancés sur le numérique. Et là, pareil. Sur vos environnements. Cross-platform. Donc, nos environnements. Et les réseaux, etc. Exactement. Tous les reportings que vous pouvez avoir. Ça commence à faire un peu des beaux chiffres quand même. 3,7 milliards. Ouais, en 2023. Et puis, ce sont des choses, si tu veux, où là, je prends ma casquette, parce que je suis effectivement directrice adjointe du numérique et je suis directrice du produit, où les équipes produits et développement suivent avec beaucoup d'attention toutes les améliorations continues qu'on peut faire sur ces sujets. Parce que pour le coup, c'est vraiment le son, la vidéo, nos cœurs de métier, avec cet ADN et ces particularismes propres à RFI, à France 24 et à MCD. Donc, c'est vraiment un dénominateur très important dans nos feuilles de route où on a beaucoup d'attention et de soin sur ces sujets-là. C'est votre KPI star. Alors, c'est pas notre North Star métrique, je te vois venir. Mais effectivement, et si tu veux, c'est des choses où on a clairement des actions. On peut avoir des actions claires côté produit. Ok. Écoute, avant qu'on parle un peu de l'ADN justement et de ton rôle là, le rôle, la mission je sais même pas si on l'a vraiment dit au début, de France Médias Monde, c'est un peu spécifique. C'est quoi? Est-ce que je parlais un peu de la voix de la France? Alors tu vois, et là, il peut y avoir des fantasmes un petit peu sur parce qu'on a vu, tu vois, des chaînes comme Russia Today, tu vois, de chaque pays, t'as l'impression, il y a la BBC. Alors, évidemment, en fonction du régime, en fonction, etc. C'est plus ou moins du financement, c'est toujours plus ou moins libre, etc. Qu'est-ce qui anime les journalistes pour aller travailler chez France Médias Monde? C'est quoi la mission de France Médias Monde? Alors, on a publié notre raison d'être en début d'année. Vous l'aviez jamais fait? Est-ce qu'on l'avait jamais fait? Je pense qu'elle était très clairement imprimée, partagée, mais c'est toujours cette culture de l'interne, tu vois, où les gens savent. Ouais. Et elle était aussi présente sur notre site institutionnel. Et là, pas sur le site public. Ouais, donc là, elle a été publiée sur le site, sur les sites. Tu me poses une colle, là. Non, mais savoir, est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose, justement, dont on parle beaucoup, publier un manifeste, la proposition éditoriale, pourquoi on fait ça, etc. C'est vrai que quand on le demande, souvent, les gens se disent, bon, bah voilà, je le sais, en fait, j'ai pas besoin de l'écrire, je l'ai en tête, tu vois, le rédacteur en chef ou le directeur de la publication peut se dire, mais c'est vrai que des fois, l'écrire, la poser, c'est important. Alors, je pense que ça passe toujours mieux quand on pose les choses parce que ça permet de se rappeler des choses. Exactement. Donc, tu m'as posé une colle, mais non, tout va bien. En fait, on a toujours, comme tous les autres médias, sur nos sites, cette fameuse rubrique « Qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on fait ?» avec en plus à chaque fois pour nos marques, donc et par marque, toujours cette petite particularité, un peu une espèce de rappel chronologique de où on part et où on va, et qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et à côté de ça, il y a eu aussi un vrai travail la raison d'être, c'est quand même, c'est comme le RSE, hein, c'est quand même, on en parle quand même depuis 2023 et 2024. Donc en fait, cette raison d'être qui résume un peu ces valeurs de l'entreprise a effectivement été remise en avant sur le nouveau site institutionnel de France Médias Monde. Qu'est-ce qui fait que les gens travaillent chez France Médias Monde? Alors, je vais te dire je vais répondre à mon niveau. Oui, tu n'étais pas la représentante non plus de tous les journalistes. Je pense et puis je ne suis pas journaliste chez France Médias Monde, c'est mon métier de base, mais c'est pas mon périmètre. Je pense pour les gens qui travaillent à l'ADN. Voilà, une volonté déjà d'être dans cette espèce de curiosité et d'altérité vis-à-vis de l'autre. Et ce côté, c'est peut-être un peu bête ce que je vais te partager, mais tu arrives au bureau le matin, déjà ça parle plusieurs langues autour de toi. Et le fait d'avoir effectivement, tout le monde, on a tous le français en base et en même temps, il y a forcément des personnes qui sont bilingues, trilingues, voire plus. Déjà, il y a cette espèce je sais pas, d'ambiance, d'atmosphère qui est assez particulière. Après, clairement, quand tu parles avec les journalistes, et encore une fois, je vais dire donc les journalistes avec qui j'ai parlé, quel que soit le support, et quand je parle de support, quelle que soit la marque, il y a une vraie volonté et une vraie bataille pour l'information libre, indépendante et équilibrée sur l'actualité mondiale. Alors, encore une fois, dit comme ça, tu vas me dire, oui, mais tout le monde dit ça. Et en même temps, comme on a je crois qu'il y a plus de 60 nationalités chez France Médias Monde, ça a un sens, tu vois. S'il y a un vrai sens à ça, on a beaucoup de journalistes qui viennent d'autres pays, donc on plus ou moins subit parfois de la pression ou autre. Donc, quand on parle d'information libre, c'est pas juste des mots. Et puis, concernant le numérique, il y a bien évidemment cette volonté d'accompagner et de soutenir les marques dans cette transformation perpétuelle qu'est le numérique, hein, parce que ça qui est bien, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et nous, côté produit, il y a vraiment cette
volonté de traduire un peu de manière simple la mission dont je te parlais tout à l'heure, qui est le fait de rendre accessible au plus grand nombre d'utilisateurs l'information, une information fiable et journalistiquement vérifiée. Et tu me parlais tout à l'heure du GTI. Typiquement, c'est quelque chose qu'on a fait apparaître sur nos sites. Parce qu'encore une fois... Journalist Trust Initiative. Voilà, cette logique de dire que label. Ce label, oui, aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. Je t'avouerai. Et c'est vrai que c'est questionnant quand tu vois cette fabrication d'informations biaisées. Alors, biaisées par qui tu veux, mais informations biaisées quand même. Le fait de pouvoir te raccrocher à une certification. Alors, certains diront peut-être que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et en même temps, on commence par quelque chose de concret, en fait. Écoute... c'est clair comme profession. Après, les chiffres ont l'air de montrer que ça marche et que les gens suivent ça. Je voudrais maintenant parler quand même un peu de ce que tu fais. Alors, avec les équipes, ce que vous faites, les stratégies digitales, puisque donc là, évidemment, on a compris, très broadcast, mais ça beaucoup sur les réseaux, etc. Tu pilotes la stratégie numérique, donc RFI, France 24. Est-ce que c'est quoi un peu les 2-3 projets phares? Alors, je sais qu'il y en a récemment, il y a eu quand même pas mal de mises à jour de produits dont tu peux nous parler, mais un peu les 2-3 grands projets, la stratégie digitale de France Médias Monde. Peut-être avant ça, te faire un petit zoom sur cette direction qui est une direction des environnements numériques. Qui est une appellation un peu unique. Je crois que j'ai jamais vu ce nom ailleurs. Qu'est-ce que tu vois en général? Alors déjà, on voit plus trop de direction du numérique, tu vois. C'est vrai que c'est un terme qui tend un peu à disparaître. Mais on voit plein de choses, mais ça peut être sur du développement, peu importe. Mais c'est juste que ce terme direction des environnements numériques, c'est un truc un peu unique. Alors il y a pas de critique. Non, c'est une question. Non, je te posais la question que j'avais jamais vu ce terme. Et quand on parle de l'ADN, pour moi, on parle de France Médias Monde. Déjà, c'est bien que tu dis l'ADN, tu dis pas là-dedans, comme j'ai pu entendre en arrivant. Donc, vous travaillez là-dedans. Qu'est-ce que vous faites à l'ADN? Donc la direction du numérique, c'est effectivement une direction, on va dire récente, par rapport au métier historique lié au boulot du broadcast. C'est une petite équipe, parce qu'on est 80-85, donc c'est petit. Dirigé par Vincent Fleury, qu'on salue. Et en fait, on est organisé de manière assez simple. On a effectivement les équipes produits, développement, exploitation. Et puis les équipes marketing, social et de syndication. Globalement, ce sont plutôt des réseaux sociaux, bien évidemment, dont j'ai beaucoup parlé. On va se focuser 2 secondes sur le produit, le développement et l'exploit. Ce sont des petites équipes. On essaie d'être organisé en agile. Et on est sur des équipes, on va dire, front, back, API et application. Donc des choses assez communes, j'ai envie de vous dire, dans une organisation numérique. Modulo le fait que ces petites équipes travaillent pour toutes les marques, dans toutes les langues. Ouais. Donc c'est un petit quand très même... transverse. On est plus transverse que nous. Pas schizo, mais en tout cas, tu peux être amené à appeler sur... Voilà, plus transverse que les équipes du numérique aujourd'hui, je ne vois pas. Maintenant, mon rôle dans tout ça, il est double. Donc effectivement, il y a cette direction du produit, de faire en sorte que les produits, que ce soit donc les produits sites, applications ou offres, soient le plus compliant avec les attentes des publics, les attentes des rédactions et puis les enjeux d'audience que nous avons. Donc ça aussi, c'est assez classique. Et puis, sur ce rôle d'adjointe, c'est un peu c'est aussi incarner qui je suis, c'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est de mettre les gens autour de la table et essayer de les faire avancer sur des objectifs communs. Mais ça, c'est pas propre à mon périmètre chez France Médias Monde, parce que dans la vie, je suis assez comme ça, en fait. J'aime bien, sans être toujours anglais sur résoudre les problèmes et trouver des solutions, c'est plutôt comment faire en sorte d'avancer ensemble. Je pense que là-dessus, la vie est trop courte pour être douloureuse. Mais ça, si tu veux, c'est moi avec moi-même. Et ça marche chez France Médias Monde, parce qu'on connaît quand même ce genre de maisons qui peuvent être des grosses maisons. On parlait tout à l'heure de vaisseau amiral, mais pour reprendre une analogie un peu maritime, des maisons un peu paquebot, tu vois, quelque part, c'est dur de faire bouger les choses, non ? Oui, c'est difficile et on y arrive. Je te partagerai un peu plus tard tout le boulot qu'on a fait sur France 24. Moi, je crois en fait à l'altérité et je crois surtout beaucoup que quand tu dois transformer ou faire évoluer, que ce soit dans les médias, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, si tu vas forcément chercher les mêmes profils que ceux que tu as déjà en interne avec le même mindset, tu ne peux pas y arriver. Tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras pas. Accepter de changer, c'est accepter de faire un pas de côté et c'est accepter de mélanger les profils et les expériences. Et c'est là où ça change. Espérer avoir un résultat différent en faisant toujours la même chose, on a assez de
de preuves, malheureusement, pour se dire que c'est quand même très questionnement. Donc, effectivement, c'est pas toujours évident et on y arrive. Je crois que mon profil aussi est un peu atypique. Moi, je suis journaliste, j'ai fait une école de journalisme, j'ai eu une carte de presse pendant très longtemps. Fait que j'ai un peu cette logique je suis un peu le Duolingo, si tu veux, entre le numérique et les rédactions. J'ai exercé tous les postes en rédac, de pigiste à directrice de rédaction. Donc, ça me permet de construire ces ponts entre tech et éditorial et encore une fois d'éviter d'avoir peur et je comprends la trouille, je comprends la peur de dire je sais pas faire. Moi-même parfois je me dis oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais en fait soit tu restes planté avec ta peur, soit tu lui fais un Mawashigiri, tu vois, petit clin d'œil au JO, ou une parade de cartes, pour ceux qui font de l'escrime, ils se reconnaîtront. Et moi, je crois à ça, en fait. On n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps d'avoir la trouille. Donc, tu peux avoir peur, et ben, tu passes par-dessus ta peur, sinon tu n'y arrives pas. Et moi, je me vois comme ça, comme ce lien de facilitation entre, OK, on n'est pas forcément d'accord, on n'a pas forcément la même manière de le dire, et pas forcément le même langage, mais au fond, on a un objectif commun. Donc, allons-y, quoi. Et donc, ça marche. Et ça marche. Alors, c'est pas à moi de te dire si ça marche parce que je suis la moins objective sur moi-même. Et les résultats qu'on a obtenus sur les évolutions de France 24, oui, prouvent qu'on peut réussir à faire des choses dans ce sens. Ouais. Et puis, un de mes derniers objectifs et un de mes derniers jobs également, c'est de faire en sorte que nos produits continuent de grandir, ne soient pas obsolescents, répondent vraiment à des attentes et puis renforcer encore la connaissance de nos public et de nos utilisateurs d'aujourd'hui, bien évidemment, en ne négligeant pas ceux qu'on veut aller chercher. C'est une belle mission, un beau rôle. Et en parlant justement de produits, vous avez récemment lancé la nouvelle version du site, la refonte du site de France 24 et une nouvelle application d'ailleurs. Tout à fait. On en a profité. C'est quoi un peu les grandes fonctionnalités ? Et ça a eu un bon accueil justement des publics ? Alors déjà, on a une première fierté, c'est qu'on avait annoncé le 9 décembre 2023 qu'on sortirait le 15 octobre 2024. Et je te parlais d'agilité tout à l'heure. Et c'est vrai que l'agilité et la date, ça va pas forcément bien ensemble. Après, ça me paraît des délais raisonnables, mais pour des petites structures. Ouais, enfin bon, raisonnable, ouais. Moi, je trouve qu'on... Non, c'était ambitieux. 7 mois, 4 langues, 6 applications, c'était très ambitieux. Donc, la première fierté, déjà, c'est qu'on est sorti à temps. Ouais. Et on est sorti dans les délais et qu'on a eu un super lancement déjà de notre côté. On n'a pas forcément énormément communiqué. Et voilà, on apprend aussi et on est toujours prudent tout en se réjouissant. Parce que c'est important, la joie dans tout ça. Célébrer un peu, effectivement. Célébrer un peu. Les retours sont bons, tu me dis. Les retours sont bons. Alors déjà, dans les apprentissages de ce qu'on a appris, nous, et sur comment on a grandi, on a mis en place des choses qui nous manquaient. Je te donne un exemple. On avait jusqu'alors pas de design system entre les équipes UI, puisque l'UI chez nous n'est pas porté au numérique, et les équipes de développement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en même temps. D'habitude, tu fais ton design system et après, tu repenses tes environnements. Bon, on a tout fait en même temps. Donc ça, on est très heureux aujourd'hui d'être beaucoup plus à l'aise et d'avoir grandi sur ce sujet et d'avoir fait grandir les gens en interne. Et ça, c'est aussi une valeur qui est importante. 100% a été fait en interne. Ouais, tout à fait. Ça a été, alors bien évidemment, on a été accompagné. Parce qu'on n'a pas la prétention de savoir tout faire, mais globalement, on a tout fait in-house, comme on dit. On avait aussi, on a fait un énorme boulot avec les rédactions de France 24, toutes les rédactions, que ce soit la rédaction numérique, la rédaction broadcast, les équipes des magazines, pour justement partager pourquoi on faisait ça, pourquoi et pour qui, avec des objectifs de transparence d'offres éditoriales, de mise en valeur de l'actu chaude, puisque on a quand même cet ancrage chez France 24 de breaking, qui est importante, du fait de retenir les utilisateurs sporadiques. C'est pas un scoop, on sait que sur l'actualité, ton sujet, il a 72 heures de temps de vie, puis après, il va avoir une déperdition d'audience. Donc, comment faire en sorte que les gens qui viennent te consommer parce qu'ils ont aimé ton contenu puissent revenir. Et puis, bien évidemment, cette refonte de l'univers vidéo qui était nécessaire et important. Donc, si tu redécouvres les environnements de France 24, tu as effectivement un nouveau site, une nouvelle app. Alors, une de mes petites fiertés quand même, c'est qu'on a retravaillé, alors au-delà de repenser tout le design, toutes nos pages live, toutes nos pages articles, le broadcast, etc. On a retravaillé la homepage avec un défi qu'on s'est donné avec la rédaction. On le sait et on le connaît, nos audiences sur la homepage, c'est 19% du trafic. Donc, tu te dis de prime abord, je ne vais pas prioriser ce sujet parce que j'ai plein d'autres choses. On l'a volontairement mis dans la réflexion en prenant un pari avec la rédaction de se dire, pour vous, c'est comme une première de couve et c'est complètement intelligible. Comment on va faire en sorte ensemble que ça devienne un pouls? Je te parlais de pouls de l'actualité. Comment faire en sorte que ce soit matérialisé visuellement, qu'on ait ce lien broadcast et numérique, et comment on fait ça ensemble? Pas avec une vision produit KPI, mais comment on fait ensemble et en conscience ce pari de se dire,
on va réussir, on va faire augmenter l'audience de la homepage, on va engager les gens, on va travailler cross-linking, mais on sait tous pourquoi on le fait. Et ça, c'est un vrai kiff dans la réflexion, puisque ça nous a permis déjà d'évoluer dans nos échanges avec la rédac, d'évoluer dans les pratiques éditoriales, de faire évoluer notre back-office, qui était un back-office lambda, maison aussi, vers un outil de publication. Et puis, ça nous a permis de tester un format de page breaking où on casse notre home maintenant dès que le broadcast... Dès que l'actualité... Avec cette logique de dire quand le broadcast part en breaking, le numérique peut suivre. Mais quand le numérique part en breaking, pour X raisons, ils peuvent le faire en autonomie. Donc, tu vois, on travaille à notre petit niveau aussi cet accompagnement des nouveaux usages. Et puis, ce qui m'a quand même fait sourire, c'est de voir qu'au même moment, le New York Times et le Washington Post repensaient également leur homepage avec plus de blanc, une vraie valorisation des contenus, des pictos. Enfin voilà, cette préhension de dire cette home qui effectivement n'est pas forcément le premier endroit par lequel les gens passent, puisque nous on nous trouve par les moteurs. Par le SEO. Il y a quand même cette petite, tu vois, ce lien, alors qu'encore une fois, c'est pas un KPI le lien parce que tu peux pas le mettre dans un tableur Excel, mais cette sensitivité, cette importance d'incarner aussi ta marque par ce travail-là. Ouais. Et ça, t'as l'impression que vous avez réussi. Alors, pour être très honnête avec toi, on est donc sorti le 15, on est le 13, donc on se fait un premier relevé des compteurs semaine prochaine. Ce qu'on voit déjà, et on l'a vu notamment sur les élections américaines, c'est que on a réalisé la deuxième meilleure perf numérique de l'année avec cette nouvelle offre lors de l'élection américaine. Donc, je ne vais pas partager de chiffres parce que je te jetais du chiffre à la tête. Oui, non, voilà. Ça nous parle pas forcément, mais c'est intéressant en termes de ranking de dire, voilà. On sait déjà qu'on s'est amélioré sur les recherches et sur les moteurs. On sait aussi que notre format live blog qu'on a entièrement repensé, là aussi avec là pour le coup, un outil externe, on a changé aussi notre outil de live, on a tout fait en même temps. Voilà, a été pertinent, bien utilisé par les rédacs et génératif. Et on sait déjà qu'on a un taux d'engagement meilleur que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Ok. Bon, donc félicitations. Félicitations aux équipes surtout. Ouais. Et puis il y a un truc que je partage parce que j'entends souvent et j'en parle avec mes petits camarades dans plein de médias de se dire les refontes c'est toujours important, il faut que tout le monde soit aligné. Il y a un apprentissage que je tire et je suis contente de l'avoir fait, c'est toute la communication qu'on a faite, que ce soit à tous les stakeholders de la maison, toutes les parties prenantes, direction générale, gens qui font, on a communiqué énormément, toujours les mêmes documents, tout le monde voyait les mêmes choses, tu vois, t'avais pas cette préhension, ça c'est pour un tel, tout le monde a tout vu. Et puis, si tu me suis un petit peu sur LinkedIn, tu sais que j'ai une passion pour Taylor Swift, qui a été un peu le fil conducteur de mon année. Donc, j'ai monté un Eras Tour chez France Média Monde. Voilà, donc les équipes sont allées pitcher, on a fait, je sais pas, 15 ou 17 réunions où en fait, on avait en plus en plein travaux chez France Média Monde, nous n'avons plus de bureau, donc on a plus de salle. On a plus de salle, donc on a une petite roulante qui s'appelle Simone. Donc Simone, c'est un écran de télé, un pied, des roulettes et des chouquettes. Et donc, on a été présenté 17 ou 19 fois dans les rédactions. On a pitché au cœur des rédactions. On a raconté l'histoire. Ce que serait le nouveau site, pourquoi on le faisait, les magazines, les émissions, le news, le broadcast. Tout le monde a eu accès à la même présentation. D'accord. Et c'est en fait super... Très tôt, vous preniez des feedbacks, etc. Ou non, c'était plutôt, voilà, on avait déjà en amont fait des ateliers, etc. Maintenant, on vient vous montrer le produit. On a fait énormément d'ateliers, effectivement. Et en fait, tout au long du projet, on a communiqué aux différents étages de la maison. On a eu la chance, et ça, je la remercie d'avoir une Vanessa Burgraff, qui est la patronne de France 24, qui a été très engagée. Côté numérique, mon alter ego, Stéphane Bernstein, a été un super relais. Et puis, il y a des très, très bons journalistes qui ont joué le jeu côté France 24, et on a vraiment communiqué tout le temps. Et je vous dis, notre petit Eras Tour très modeste, on a fait 19 dates, ne nous emballons pas, mais c'était, encore une fois, je parle souvent de la joie et du kiff, mais tu vois, d'être honnête et de dire voilà pourquoi on le fait, on vous montre et on prend vos retours et on se rend compte, et je mets un visage sur un prénom. On est nombreux chez France Média Monde. Donc, tu vois, ce ton-là, voilà, c'est mon petit partage et mon petit... Et ça désamorce plein de choses, en tout cas. Oui. Mais oui, les gens s'appellent par leur prénom. Je sais que c'est logique, mais non, on part de loin. On part de loin sur ces métiers qui sont des gens qui sont très engagés dans ce qu'ils font, donc n'ont pas forcément beaucoup de temps pour lever la tête de leur périmètre. Donc ouais, ça c'est voilà pour tous ceux qui ont des refonds, grands projets transverses, un Eras Tour et des chouquettes, ça marche. C'est une bonne recette à retenir. Autre question sur France Média Monde, évidemment, il y a la réforme. Alors, j'imagine que tu vas pas me sortir des breaking news là-dessus, sur la réunification un peu des médias audiovisuels publics. A priori, France Média Monde en serait exclue, ce projet de réforme. Est-ce que vous avez des nouvelles? C'est quoi un peu l'ambiance? Est-ce que vous avez peur?
Est-ce qu'on a peur? Alors, la France a peur. La France, non. Alors, concernant la réforme, je n'ai aucune information. Je suis comme tout le monde et comme tous les Français. Hein, je pense que on est assez transparent. On voit ce qui se passe au fur et à mesure. On sait que les présidents de l'audiovisuel public sont beaucoup auditionnés. Hein. Là-dessus, LCP, en plus, retransmet les choses. Donc, c'est très clair. Tout le monde se bat pour essayer de préserver effectivement un financement. De son média, un financement indépendant, en fait, de l'audiovisuel public. C'est-à-dire que, je rappelle, hein, nous ne sommes pas des médias d'État. Nous sommes des médias d'audiovisuel public. Donc, on appartient à tous les Français. On appartient à tout le monde. Donc, c'est important de garder cette indépendance. Et donc, pour le moment, cette quote-part de la TVA sur laquelle on est financé jusqu'à la fin de l'année. Après, on attend. Est-ce qu'on a peur? Je te renvoie à mon allégorie de Mawa Shigeri. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, en fait? Tu vois, on attend. À notre niveau, rien. Donc, on reste engagé, on soutient les équipes, on donne de la perspective quand on en a. Comme on a une direction générale qui nous donne de la perspective quand on en a. Et sur le reste, on verra bien. Et surtout, ça n'est pas dans nos mains. Non. Donc on n'est pas venu chercher ton avis, Anne, pour savoir si... De toute manière, je pense que mon avis n'aurait eu aucun poids. Donc non. Et là-dessus, on est très résilient. Donc on fait le maximum pour préserver les équipes, continuer de les engager, faire attention à eux et faire attention à nous aussi. Et si ça devait se faire, est-ce que vous parlez déjà ou collaborez avec des France Télévisions, etc. À quel point, je sais pas, tu connais tes homologues? Est-ce que vous avez des réunions? Alors je sais qu'il y a cette organisation dont j'ai oublié le nom, au niveau européen les médias francophones publics. Les médias francophones. C'est mondial. Hein. C'est mondial. On a les Canadiens. Oui, c'est francophone, effectivement. Voilà, francophone. Alors, est-ce qu'on se connaît bien? Je vais te donner un exemple. Avec France Télévisions. Alors, avec France Télévisions, on se connaît bien. Côté direction du numérique, ceux avec qui on travaille le plus, c'est Radio France. Ouais. Moi, l'année dernière, j'ai mis en place un truc qui s'appelle la réunion du 38e pont. Alors, pourquoi 38 ponts? Parce qu'il y a 37 ponts à Paris et que, comme on est chacun d'un côté de la Seine, je trouvais jolie cette allégorie du pont entre nous. Donc, on a 2 fois par an des réunions où on se partage justement la visibilité. On échange peut-être pas quotidiennement, régulièrement avec Radio France, notamment sur des briques techniques pour éviter de développer les choses 2 fois. Ouais. Donc ça, c'est Merci, déjà... nous qui payons des impôts et qui servons à financer, c'est bien qu'il y ait un peu de mutualisation. On mutualise. Et puis, il y a eu un autre projet cette année, alors là, pour le coup, qui mettait autour de la table Arte, Radio France, France Média Monde, l'INA et puis France Télé, autour justement d'un projet de comment faire en sorte de rendre tous nos contenus accessibles les uns aux autres avec une réflexion de thématique, Ukraine ou autre. Tu cherches un sujet Ukraine, comment faire en sorte d'avoir accès à tout. Donc, qui a été présenté à toutes les présidences. Donc, ça nous a permis de encore mieux nous connaître. Et puis, au milieu de tout ça, il y a eu une dissolution. Donc, ce projet a été pour le moment décalé dans le temps. Postponé, quoi. Oui, et néanmoins, ça nous il existe, il est prêt, les équipes sont prêtes. Donc, non. Ça, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans l'inconscient collectif, t'as un peu parfois l'impression que audiovisuel public, on claque du fric, on n'en a rien à... C'est faux. Vraiment, enfin, je le dis parce que t'as cette espèce de vision. Je crois qu'un des dénominateurs communs de gens qui font des appels d'offres, et comme moi, typiquement quand on a besoin d'un prestataire en produit ou en développement, on passe par la case appel d'offres, c'est encadré. C'est organisé, on fait des appels d'offres. Je pense que je passe beaucoup de temps en réunion avec les achats. Tout est processé, tout est transparent. On fait des grilles d'analyse. Enfin, parfois, je pense que c'est une des choses qui m'active quand je peux entendre, oui, mais de toute façon, l'audiovisuel public, vous dépensez sans compter. Oui, non, mais être réglo dans les appels d'offres veut pas dire que par ailleurs tout est efficace et que vous redéveloppez pas la roue à chaque fois, etc. Enfin, alors, je dis pas que c'est ce que vous faites. Et en même temps, encore une fois, le côté développer la roue, tu vois, en 4 ans, la roue, réinventer la roue, tu vois, en 4 ans, dans les fonctionnalités qui ont pu être développées par les équipes, rien n'a été jeté. Pour des raisons simples, déjà, on essaie d'identifier la meilleure fonctionnalité au meilleur moment et de faire des choses qui ne seront pas obsolescentes dans 3 mois. 2, effectivement, on a cette démarche de se dire, tiens, qu'est-ce que les autres ont fait? Qu'est-ce qu'on peut optimiser, pimper, etc., etc. Et je fais un exemple là-dessus. Quand l'année dernière, on a des réflexions sur l'audio, on part d'un player utilisé côté Radio France, que nous, on réadapte, qu'on leur repasse. Enfin, on a cette logique, si tu veux, mais c'est natif. On ne se pose même pas la question de se dire, est-ce qu'on le fait? C'est logique et c'est normal. Mais je suis pas sûr que ça a été toujours le cas. Enfin, alors, je ne peux pas t'en parler, je te parle que de ce que je vois depuis 4 ans. Exactement. Voilà. Et c'est bien de le dire. Et c'est bien de le dire. Et puis après, bien évidemment, qu'on a des échanges et des questions sur, mais sur des trucs
qui nous touche tous. Je te donne un exemple, toutes les problématiques d'éco-conception et d'accessibilité. On est les premiers à se partager des infos. Tiens, avec qui on a une réflexion, on doit s'améliorer. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Et on a cette mise en commun des bonnes pratiques, mais encore une fois, qui repose déjà sur l'intelligence des gens et puis sur cette envie d'avancer ensemble et de pas avoir la sensation de refaire encore et encore les choses. Ok, c'est important. Oui. Merci. Non, mais surtout que tu l'as dit, c'est pas un média qui appartient à l'État. Non. C'est un média public qui appartient aux Français. On est un média alors qui appartient aux Français. Monté sur fonds publics, mais si, enfin c'est le principe de l'audiovisuel public, c'est justement et c'est pour ça qu'en ce moment les présidents se battent, c'est de garder cette indépendance qui a un vrai sens. Et encore une fois, là on parle de l'audiovisuel public, mais tu vois bien qu'il y a le même questionnement au sein de médias privés par rapport à leurs actionnaires. Donc si tu veux, on oppose souvent médias privés, médias publics, cette problématique est commune. Donc encore une fois, plutôt que de se tirer dessus ou de s'opposer, réfléchissons ensemble, posons-nous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des uns des autres et qu'est-ce que ça veut dire? Aussi bien en termes de vision stratégique, que de feuilles de route, que d'indépendance des rédactions. Enfin, regarde le nombre de rédactions de médias privés qui se sont dotées de chartes d'indépendance ou les réflexions qu'il peut y avoir sur le choix d'un directeur de la rédaction. Donc encore une fois, c'est une problématique commune à tous les médias qui est comment faire en sorte de pouvoir faire notre boulot en étant objectif et indépendant. Ça se pose partout. Et c'est absolument, effectivement, important et on n'a pas fini d'en parler de ces sujets. Donc, on suivra ça attentivement, notamment, la question des bulles sur la réforme. C'est quelque chose quand même qui est intéressant. Mais bon, sur lequel, évidemment, t'as pas de nouveaux éléments à nous apporter. Et je m'en doutais, mais c'est parce que je voulais quand même un peu en parler. C'est un sujet important. On arrive au bout de cet épisode. Anne, je voudrais juste voir avec toi ce que tu suis comme média de manière très régulière. C'est quoi un peu tes médias de cœur, ce que tu lis vraiment de manière attentive? Alors, voilà, pour un peu voir ça. Opinion très impopulaire. Ah oui? Ouais, parce qu'en fait, je ne suis pas de médias en particulier. J'ai ce réflexe de vieille personne qui fait sa revue de presse le samedi, mais qui va acheter en fait le média papier. En plus, donc j'assume ce côté vieille personne par rapport à la thématique éditoriale qui va me parler. C'est la une, clairement. C'est la une qui te fait acheter des journaux et magazines. C'est la une qui va me faire acheter journaux, magazines, et puis des trucs, mais d'une semaine sur l'autre, je n'achète pas les mêmes choses. Donc ça, je n'ai pas de médias avec qui je sois liée par le sang. Par contre, ce dont je m'aperçois, c'est que de plus en plus, j'aime cet art du pas de côté. Donc, je vais essayer de m'inspirer d'expériences d'autres univers qui pourraient être intéressantes à appliquer dans les médias. Je te donne un exemple concret. Le théâtre là-dessus est un lieu d'expérimentation éditoriale et un lieu d'expérimentation pour le produit. Ouais. Alors, pour l'éditorial, au théâtre, on peut se permettre de traiter des sujets qu'on aurait plus de mal, et c'est vrai aussi du roman d'ailleurs, à traiter sur un format d'1h30 très focus. Je pense par exemple à la pièce de Mélodie Mouret qui a été jouée longtemps au Théâtre des Béliers sur Big Mother, sur l'histoire justement d'un journaliste qui va découvrir l'info du siècle et qui va être poursuivi. Donc, quand tu connais un peu le travail de Forbidden Story, tu vois des liens. Voilà, ça, je trouve ça intéressant. Je pense à des pièces sur l'écologie, la politique, Coupure, qui va revenir dans pas longtemps au théâtre. Voilà, ça, je trouve qu'il y a des manières de dire les choses et qui forcément, moi, derrière, vont me questionner et vont me faire tirer des fils invisibles que je suis toute seule à voir au départ et que je peux partager quand c'est un peu plus clair dans ma tête après. Le théâtre, c'est aussi intéressant pour le produit. Et moi, typiquement, les équipes produits, je les ai envoyées travailler leur manière de parler, de passer une information. Parce que tu sais, on dit souvent, les gens du numérique jargonnent. Et pour vous, c'est clair et c'est pas clair pour le public. Ouais. Or, au théâtre, tu joues pour un public. Donc, ils sont allés sur la scène du petit point-virgule avec un metteur en scène qui connaît rien au numérique et rien au produit pour apprendre à avoir une posture et à passer une information. Et moi, en fait, je crois dans ces trucs-là. Je crois dans ces petits pas de côté et dans ces inspirations qui viennent pas de l'univers des médias. Déjà parce que je pense que ça te rend plus libre de pas... Moi, j'ai toujours peur du syndrome de la copie.
Ouais, tu vois. Oui, moins inspirant de rester tout le temps à faire la même chose et on fait la même chose. Se dire, le New York Times a fait ça, donc je vais faire ça, ou le Washington Post a fait ça, donc je vais faire ça. Mais est-ce qu'on a les mêmes publics? Est-ce qu'on a les mêmes enjeux? Est-ce qu'on a les mêmes moyens? Et est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils le font bien ou pas, quoi. Donc moi, j'aime bien aller chercher des trucs dans les univers parallèles. Alors ça peut être effectivement beaucoup le théâtre, beaucoup les romans, beaucoup la photo, la vidéo. Je pense que mon téléphone est mon deuxième cerveau pour justement ne rien oublier. Il y a quand même un média qui, moi, Et je me suis fait cette promesse à moi-même d'aller les voir en 2025, qui s'appelle Média Vivant. Alors, je sais que tu reçois énormément de gens. Je ne sais pas si tu les... Bien sûr, Alix. Voilà. Avec, en fait... Alix de Crécy, je l'ai reçu. Et qui va venir à Paris. Enfin, Média Vivant arrive à Paris. Donc, tu peux aller les voir à Paris. Et à Marseille, parce que c'est quand même Et à Marseille, parce que c'est né là-bas. Voilà, avec ce principe qu'un journaliste raconte sur scène une enquête inédite pendant 1 heure face à un public. Et en fait, je trouve que dans une période où tu doutes de l'info, où la vision même de ce qu'est un journaliste peut être critiquée, maltraitée, malmenée, d'avoir le journaliste qui incarne qui il est, ce qu'il fait, et l'histoire, et te la partage les yeux dans les yeux. Voilà. Moi, c'est une vision du journalisme que je trouve tellement honnête. Non, mais j'essaie de voir la date. Mais donc non, mais t'as raison, c'est une très belle initiative. Puis ça rejoint ce que t'aimes, en plus le théâtre et les médias. Oui, et puis on part de faits. Ouais. On part de faits. Ça n'est ni transformé, ni mythifié. Et c'est face à face, quoi. On est face à face. Et tu sais, à un moment, petit rappel, au féminin, on avait beaucoup de forums. Et c'est vrai qu'on était un peu moqués parce que les forums, c'était considéré comme quelque chose de pas qualitatif. Je parle de ça bien avant les réseaux sociaux. Années, ouais. Et pourtant, sur ces forums, il y avait déjà ces logiques d'entraide. Il y avait déjà ces logiques de thématique. Il y avait déjà ces prémices sociaux. Et il y avait déjà des gens qui se disaient merci. Ouais. Et je pense que quand on a des journalistes qui, tu vois, prennent le temps de répondre à un commentaire, disent tiens, ta question est intéressante. Je pense que ce lien d'altérité, encore une fois, c'est peut-être moi qui suis complètement déconnectée de l'univers, mais je crois à ça. Je crois à l'altérité et à prendre le temps de dire les choses et de répondre. Et je pense que c'est vachement plus difficile. Mais encore une fois, c'est peut-être moi qui suis très naïve, vu l'époque dans laquelle on vit, d'être insultant et d'être méfiant ou d'être médisant face à quelqu'un quand tu le regardes dans les yeux. Non, c'est sûr. C'est sûr, plus il y a de distance, plus ça peut devenir agressif et les gens peuvent... Donc effectivement, quand tu regardes quelqu'un, c'est un peu différent et c'est tout le concept de Média Vivant. Donc merci pour cette reco. Et la dernière question, c'est plutôt est-ce que tu as un truc cool à nous faire découvrir? Oui. Qui peut n'avoir aucun rapport avec les médias, évidemment. C'est quelque chose que tu as vu, entendu. Je vais te et vous faire découvrir une bonne sœur. Alors, dit comme ça, vous dites, oh là, il est temps que ce podcast se termine. On arrive sur la fin, c'est n'importe quoi. En fait, j'ai découvert une femme qui s'appelle Corinna Kent. Elle est en ce moment exposée au Collège des Bernardins à Paris. Je crois que c'est jusqu'à fin décembre. Corinna Kent. Religieuse américaine. Et pourquoi je te et vous parle d'elle? C'est une femme qui est née en 1918, qui va rentrer dans les ordres religieux du Cœur Immaculé de Marie, bon, à Hollywood quand même. Okay. Mais anyway, elle rentre toute jeune dans les ordres et assez rapidement, elle va, au-delà de sa foi, décider d'enseigner. Et pour ça, elle va rentrer dans un établissement qui s'appelle Hart College de Los Angeles, où elle va rencontrer un mentor. Moi, le mentorat, c'est un truc qui est important en termes de valeur. Donc, c'est une sœur, une religieuse, qui s'appelle Magdalene Marie. Et ces deux femmes vont décider de monter un département d'art. Tu dis la religion, l'art, on est dans la liturgie. Eh ben, pas uniquement, parce qu'elles vont partir effectivement de ces textes, de ces représentations religieuses, pour aller vers des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus populaires. Et typiquement, Corinna Kent va se mettre à faire de la lithographie, va s'inspirer de la publicité, va faire de la sérigraphie à partir d'images d'actualité, va faire des couves de médias. Tant et si bien qu'au-delà de ça, elle continue de former ses élèves et vont arriver les années 68, elle va se faire sortir de sa congrégation parce qu'elle prend un peu trop de place. Elle en fait un peu trop. Ouais. Elle n'y retournera jamais, mais elle va continuer de créer jusqu'au bout. Et quand elle enseigne, elle met en place avec ses élèves des règles de bien créer ensemble et de bien vivre ensemble. Alors, là, je reviens aux aspérités produits, numériques, agiles, où on aime bien les règles d'équipe. Alors, c'est pas celle du Fight Club. Il y a 10 règles, en fait, que vous voyez exposées lors de cette expo et je te partage la numéro 6. Nothing is a mistake. There's no win and no fail. There's only make. Le faire, quoi. Le faire. Et tu me demandais tout à l'heure la logique de peur. On vit dans une époque de plus en plus instable qui peut
générer la peur. Et quand t'as pas la main sur le truc plus grand que toi, la seule chose que tu puisses faire, c'est de faire ce que tu peux à ton niveau. Ouais. Et je crois à ça, à incarner cet exemple de dire ce sera pas parfait. Et j'ai fait ce que j'ai pu. La peur nous paralyse, mais justement, et un bon remède, c'est de faire. La peur peut être arrangeante. Et le meilleur remède à la peur, c'est la joie. Voilà. On restera sur ce mot de joie. Oui, et d'ailleurs, l'exposition s'appelle La Révolution joyeuse. Ouais, voilà, écoute, c'est parfait. C'est peut-être le titre de l'épisode. La Révolution joyeuse. Merci Anne pour cet échange riche, avec ses pas de côté. Tu t'en fais, mais tu l'as dit, c'est quelque chose qui te plaît et que tu assumes. Et merci pour cet éclairage un peu sur France Média Monde, dont on ne parle pas tout le temps aussi souvent que France Télévisions, évidemment, alors qu'il y a quand même plein de choses, plein de gens intéressants à voir. Donc c'était cool, intéressant, passionnant de pouvoir un peu échanger avec toi. Merci pour ton temps. Merci à toi. Et merci à toutes et à tous. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.